Je suis moi-même Pauline Rocafoul, je suis déléguée générale de la Cité européenne des scénaristes et j'ai 3 intervenants à mes côtés. Fanny Mainviel, Alban Etienne et Henri de Burn que je vais présenter. Fanny, tu es agente artistique. Tu as commencé chez Art Media, ensuite tu es passée chez VMA et aujourd'hui tu œuvres au sein de l'agence UBBA depuis 2018 et tu t'occupes de la carrière d'artiste-interprète mais aussi de scénariste et ou réalisateurs comme Simon Bouisson, Davichou, Jean-Baptiste Delafont, Maïmouna Doucouré, Vima Laponce, etc. Donc un très beau cheptel. Si je peux dire. Donc Henri de Burm, qui est producteur mais également scénariste, qui a commencé chez Bonne Pioche, ensuite qui est passé chez Empreinte Digitale, où tu as produit plusieurs longs métrages de cinéma et des séries multi-primées telles que Les Grands, Les Compagnie, Marianne, Mission également. Et en 2020, tu as fondé en association avec UGC la société Next Episode, qui compte à son actif Christmas Flow pour Netflix et J'ai tué mon mari pour 13e rue et 7e ciel pour OCS qui a été primé l'année dernière et qui, la saison 2 est en compétition, je crois, cette année. Ouais. Bravo. Alban Etienne, qui est donc producteur, qui a enchaîné, donc, tu as commencé dans une agence artistique également, et ensuite tu es devenu, tu as commencé ta carrière de producteur chez Ramona Productions, tu es passé aussi chez M6 et TF1 en tant que conseiller de fiction. Tu as créé Ango chez Lagardère, tu es passé chez Banijé et aujourd'hui tu as créé ta société Égalité Studio et de façon générale dans ta carrière tu as pu participer à la production de séries ou d'œuvres avec tes équipes comme Nos chers voisins, Marie-Antoinette, Scam France, et Germinal, donc des projets majeurs. On a des petites slides pour mettre en contexte très rapidement sur donner quelques éléments sur le marché aujourd'hui et notamment l'insertion. Ah, c'est moi qui ai la zapette, j'attendais que ça passe, mais effectivement on peut attendre longtemps. Alors non, je pense que je suis sur une autre présentation ou alors il faut que j'aille en arrière. Ah si, c'est la bonne présentation, excusez-moi. Donc du coup, effectivement, un besoin accru de scénaristes. Alors même si quand même la présentation qu'on a vue juste avant, il y a pas du pessimisme, mais c'est quand même relatif. Mais il y a quand même encore un besoin de scénaristes, en tout cas les producteurs, pour nous faire un petit état des lieux. J'ai du mal à gérer à la fois ma zapette, hop. Et pour répondre à cette demande, donc le programme France 2030, dont vous avez dû entendre parler, avec 2 appels à projets, la grande fabrique de l'image et aussi un autre appel à projet compétences et métiers d'avenir qui a pu donner la possibilité à des formations existantes en scénario de se développer sur le territoire pour permettre véritablement de répondre à l'évolution des besoins en compétences du marché audiovisuel. Donc on a une petite cartographie des formations qui ont pu être soutenues dans le cadre de cet appel à projet et ce sont des formations qui viennent s'ajouter à des formations existantes. Donc par exemple à Paris n'est pas noté le CEA, donc on connaît bien, mais parce qu'ils n'ont pas été aidés dans le cadre de l'appel à projet, mais ils font partie des formations existantes en scénario. Et sinon là ce sont toutes les formations qui ont été aidées par ailleurs. À rajouter du côté de Marseille, Courtrajmé Marseille, qui n'est pas sur la carte, mais qui a été aidé dans le cadre de la grande fabrique de l'image. Et donc, la Cité européenne des scénaristes que je représente, qui est un peu partout sur le territoire, c'est un peu la philosophie du dispositif. Donc là, voilà, des petits insights un peu plus précis sur ces formations que j'imagine les scénaristes dans la salle doivent connaître. Hop, on passe donc aux questions. Alors moi, je voulais commencer rapidement avec une question sur... On parle souvent du métier de scénariste comme un métier qui peut être plus difficile à insérer du fait de son statut... merci. Du fait de son statut d'auteur. Du coup, Fanny, toi, en tant qu'agente, tu représentes des comédiens, donc c'est plutôt des intermittents. Est-ce que les scénaristes, c'est si difficile que ça à insérer dans le secteur et pourquoi, selon toi ? Difficile question. C'est à la fois... En fait, ce qui est particulier, c'est que le marché aujourd'hui, du fait de la multiplication en fait, des supports et des moyens de diffusion, donc il y a
les chaînes hertziennes historiques, mais il y a aussi maintenant les plateformes, puis il y a le flux, enfin il y a plein de choses. Il y a une vraie demande, et je pense que les producteurs ici présents peuvent en témoigner. Il y a une recherche constante et perpétuelle de nouveaux auteurs, de nouveaux projets. Et en même temps, c'est un circuit un peu fermé parce que il y a aujourd'hui de la part, en tout cas de certains diffuseurs très clairement, le besoin d'avoir des scénaristes confirmés, reconnus, expérimentés. Parce que, en tout cas dans la série, c'est dans le monde de l'audiovisuel, et plus particulièrement l'écriture de séries, c'est quelque chose qui... Ça s'apprend, quoi. On n'écrit pas si facilement que ça une série, et encore moins tout seul. Et que ces scénaristes connus, chevronnés, expérimentés, qui rassurent, parce qu'ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient en capacité de mener à bien un projet, parce que c'est long aussi l'écriture d'une série, ils sont pas si nombreux que ça, ils sont très sollicités, et de fait, ils sont pas souvent disponibles. Donc ces gens-là travaillent beaucoup, et tout le temps. Enfin, j'ai envie de dire, ils pourraient même ne jamais dormir la nuit, voilà, ils auraient du travail pour les 15 prochaines années. C'est plutôt pour les jeunes auteurs que c'est un peu plus compliqué, parce que quand bien même il y a de plus en plus de formations, et tant mieux, et je pense que quand même beaucoup de producteurs aujourd'hui sont en quête, et tant mieux, et en recherche de jeunes auteurs, parce que d'idées nouvelles, parce que de regards neufs, parce que c'est aussi les auteurs de demain, c'est aussi souvent des personnes qui générationnellement ont peut-être aussi des idées, une façon de raconter des récits qui sont un peu plus modernes, un peu plus jeunes, mais qui peuvent avoir les idées, les concepts forts, mais pas forcément la technique, la ténacité, la rigueur de déployer une écriture comme ça, sérielle, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que quand bien même parfois un producteur peut être très très convaincu que c'est le bon auteur pour ce bon projet, encore faut-il convaincre tout le monde, et notamment aussi les diffuseurs qui ont... Voilà. Et c'est là où, en fait, moi, je pense que le meilleur des alliés pour un jeune auteur, c'est son réseau, et son réseau de scénaristes. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais encore... Oui, le réseau qui est clé et qui est hautement discriminant par définition. Sur les compétences, Alban, toi qui as été diffuseur et producteur, donc qui sont des positions assez clés en termes de recrutement, est-ce qu'aujourd'hui il y a une évolution dans les attentes de compétences qu'on peut attendre chez un scénariste, et de quelle façon tu les trouves ou tu ne les trouves pas parmi les scénaristes actuels? On va essayer d'être positif aussi. La fiction marchait énormément. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres que nous a donné le CNC. Moi, j'ai connu l'époque où la fiction française ne marchait pas. Je pense qu'il y a une guerre autour des auteurs pour n'importe quel producteur en ce moment. Donc, soyons encore très positifs. Ça veut dire qu'il y a une recherche continuelle. Je suis en plein dedans. Si vous êtes scénariste, je cherche pour un projet pour TF1 en ce moment. En gros, tout simplement, je pense qu'il y a un écueil qui est fait et tout. C'est sur les jeunes scénaristes ont du mal à être identifiés, parce que je pense qu'on a encore une écriture, mais encore à l'ancienne, un système encore à l'ancienne où on devrait être de plus en plus dans des pôles d'auteurs. Alors on l'a bien sûr sur les soaps, qui sont une formidable école. On l'a sûrement, moi je l'avais aussi sur les programmes courts. Sur Nos Chers Voisins, on avait une vingtaine d'auteurs qui travaillaient et tout. Et c'est assez formateur. Ils travaillent ensemble et tout. On a encore une vision, de mon point de vue, sur les scénaristes, où c'est encore une personne, un homme ou une femme, enfermé dans son bureau seul et qui écrit seul. Et cette vision, elle est un peu faussée, puisqu'on a quand même des séries sur des 6,52, des 8,52, on a vu encore des exemples tout à l'heure, où il faut réunir un bon nombre d'auteurs. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, ou sur Germinal, 6,52 avec Julien Lilti en auteur, directeur de collection, j'avais 8 auteurs qui travaillaient ensemble, main dans la main. Et je pense que c'est cette culture-là aussi, Julien Lilti a mis dans son pôle d'auteurs aussi des jeunes autrices, hommes, femmes, et c'est surtout que ça nous ramène une sorte de rapidité aussi et de livraison de texte, qui est un des plus gros défauts de la fiction française, où on met du temps à écrire. Alors ça met du temps, mais c'est vrai que quand vous avez 8 auteurs dans le moteur d'un 6,52 et tout, ça avance beaucoup plus souvent qu'un seul auteur unique. Comment il les a sélectionnés, les auteurs qu'il a intégrés au sein de l'atelier ? Je pense que c'est via le travail des agents, je pense que c'est aussi l'échange avec les producteurs, de par nos expériences. C'est aussi un réseau, comme tu disais et tout, c'est leur réseau.
mais ça veut dire qu'il faut leur donner l'opportunité à un moment donné de pouvoir travailler. Sur Nos chers voisins, je crois que la moyenne d'âge, ça veut dire l'auteur le plus âgé devait avoir 60 ans et le plus jeune devait avoir 20 ans. Comme quoi l'humour. Et en gros, cette alchimie, elle marchait très bien. C'était pour un public, pour TF1, après le JT de mémoire. Et il y avait des blagues qui plaisaient plus aux personnes âgées, et puis des blagues qui plaisaient plus aux jeunes. Et c'est ce point de vue-là, à un moment donné, qu'il faut instaurer. Et le recrutement sur Nos chers voisins, puisque tu en parles, c'était des tests, c'est ça ? C'était des sketchs qu'on demandait. Oui, pardon, je rigole tout seul parce que c'était des sketchs. On demandait un sketch et j'ai appris quelque chose parce que il y avait une vingtaine d'auteurs plus 3 directeurs de collection et j'avais Peps aussi avec 20 auteurs et 2 directeurs de collection. Et puis au bout d'un moment, on voyait qu'il y avait des auteurs, qui entre guillemets vendaient plus de sketchs que d'autres. Et j'avais convoqué les 3 auteurs qui vendaient le plus de sketchs. Et après, j'avais compris qu'ils avaient écrit pour Canteloup, voilà, qu'ils avaient écrit sur des one-man shows et tout. Mais c'est surtout qu'ils m'avaient donné une technique que j'avais transmise après à tous les autres auteurs, c'est qu'ils disaient non, le plus facile, c'est toujours d'écrire la fin. Un sketch faisait à peu près une page et demie, et il commençait par la chute. Et après, je parlais aux autres auteurs en disant mais toi, comment tu commences à écrire ton sketch? Et eux, ils disaient le début, hein, je fais la scène d'ouverture. Et je leur dis peut-être parler avec eux, parce qu'eux, ils écrivent la fin, ils écrivent la chute. Voilà, pardon. Ça... Non, intéressant. Juste pour continuer un peu un premier tour de table, Henri, toi, tu as la particularité d'être scénariste. Tu as d'ailleurs commencé en écrivant, il me semble. Donc, comment s'est passée ta propre insertion? Raconte-nous ton parcours. Mal. C'est pour ça que je suis devenu producteur. Non, mais c'est vrai que mon parcours, il est un peu atypique. Je ne vais pas le raconter. Ça va être trop long, mais moi, j'écris depuis que je suis tout petit. Et je pense que j'arrêterai de produire un jour, mais j'arrêterai jamais d'écrire. Donc c'est vraiment un truc que je porte pour me détendre. J'écris. Donc j'ai toujours voulu ça, et je pense que ça va faire écho à un truc d'aujourd'hui. Quand j'avais 18-20 ans en sortant de mes études, jamais dans ma tête je me serais dit que ça pouvait devenir un métier pour moi. Donc et pourtant j'écrivais, j'envoyais des trucs à Luc Besson et compagnie sur son adresse que j'imaginais. Donc en faire un métier, c'était pas encore dans mon logiciel. Et je trouve qu'un des trucs intéressants aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on comprend, et notamment avec ce que vous faites à la Cité et tout, que être scénariste, c'est un métier pour lequel il faut un savoir-faire, pour lequel il y a donc une insertion professionnelle. Je pense qu'il y a 20 ans, on aurait dit insertion professionnelle des scénaristes, on n'aurait pas compris. Et donc il faut avoir un savoir-faire. Et donc c'est comme avec un ébéniste, on va pas prendre le jeune qui sort de l'école, si on veut un super meuble, un super truc, il faut avoir pratiqué. Et le problème, c'est comment réussir à pratiquer. Donc moi, quand j'étais jeune auteur, c'était avec des copains. Puis comme on connaissait personne, au bout d'un moment, il faut être patient, il faut pouvoir se dire j'ai décidé de me battre pour pouvoir vivre de ce métier. Donc soit il faut avoir un peu d'argent de côté, soit une famille qui a un peu d'argent, soit un boulot à côté. Le boulot, ça prend du temps. Moi, j'étais vendeur de chaussures, ça me prenait du temps, donc j'avais pas trop le temps d'écrire. Et puis à un moment, c'est un cercle vicieux et il faut bosser, faut gagner sa vie. Et donc c'est comme ça que moi, je suis rentré dans l'audiovisuel, pas en tant que scénariste. J'avais écrit des trucs, par passion, je suis rentré comme, je crois que j'étais concepteur chez Fremantle dans une boîte qui faisait des émissions de flux, des émissions de télé. J'étais super content parce que j'écrivais. Donc c'était en faisant ça, finalement, ça a été le moyen de rentrer dans le métier. Mais je connais beaucoup de scénaristes de personnes de mon époque qui avaient le même rêve que moi, qui ont complètement renoncé parce que au bout d'un an et demi, quand tu gagnes plus d'argent, quand tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, il faut bien trouver un boulot. Et après, c'est un peu un cercle vicieux. Donc je pense que l'enjeu, il est là-dessus. Il est comment réussir à faire comprendre déjà aux jeunes scénaristes que c'est un métier et donc qu'il faut l'apprendre, qu'il faut pratiquer avant peut-être même d'aller imaginer ses propres idées, parce que moi j'écrivais des concepts, j'écrivais des idées originales, mais personne n'en voulait. Ce qu'on veut souvent, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre une commande ou une idée que quelqu'un d'autre a eue. Et je pense qu'à l'époque, je ne sais pas si s'il serait allé, peut-être mon ego de non, moi je veux faire mes trucs à moi. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai travail à faire pour les scénaristes aussi, pour se dire il faut que j'acquière un savoir-faire
mon moyen de m'insérer professionnellement, c'est d'aller n'importe où je peux écrire. Si un copain, justement tu parlais du réseau, et je pense que ça c'est un vrai enjeu. Moi je recrute des scénaristes en tant que producteur, mais la plupart du temps c'est les auteurs avec qui je travaille qui recrutent des scénaristes, qui me disent, là sur 7e ciel par exemple, à la base, c'est Alice Vial, qui est une réalisatrice scénariste que j'admire depuis longtemps, je rêvais de bosser avec elle, qui m'appelle et qui me dit, j'ai une copine, elle est comédienne, elle n'a jamais écrit un truc, mais elle a écrit une Bible, elle a eu l'aide du CNC, c'est pas mal, je pense que tu devrais le lire. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ensuite, on a développé le truc, et puis ils avaient dans leur réseau des jeunes scénaristes, ou moins jeunes, et c'est comme ça que le pool s'est formé. Donc je pense qu'il y a d'autres acteurs, comme les diffuseurs, comme tu disais, qui ont un gros rôle à jouer, mais avant tout, je pense qu'il y a le savoir-faire et il y a aussi, comme tu le disais, l'aspect collectif. Plus les scénaristes vont travailler ensemble, et je pense que les formations, même si on apprend des trucs intéressants dans ces formations, le principal truc avec lequel on ressort d'une formation, c'est des confrères et des consoeurs, et avec lesquels on développe des projets ou on arrive sur un projet qu'ils ont eux réussi à signer. Donc moi c'est un peu comme ça que ça s'est fait finalement. Et la prédominance du réseau dans le fait d'arriver à s'insérer, on la connaît, elle restera toujours, mais justement si on veut faciliter cette insertion, est-ce qu'il y a des techniques et des façons d'arriver à peut-être pallier à une absence de réseau? Est-ce que par exemple quand tu parles du recrutement de scénaristes que tu peux opérer alors que les chefs scénaristes entre guillemets de tes séries opèrent, est-ce qu'il y a des tests d'écriture qui sont mis en place? Comment en fait aujourd'hui on recrute un scénariste quand justement on le recrute pas forcément que sur l'écriture mais aussi sur des compétences de relationnel professionnel, de collaboration? Comment on évalue ça aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas trop comment répondre. Moi, c'est mon cas personnel. Je ne peux pas parler pour tous les producteurs. Par exemple, ça m'arrive rarement de regarder le CV d'un scénariste. Okay. Je ne regarde pas trop les CV des gens, parce que je me dis que si on avait regardé mon CV, je pense qu'on ne m'aurait pas accordé d'entretien. Donc, moi, je me fie, d'une part, comme je le disais, aux avis que des scénaristes que je connais ou des auteurs que je connais ont sur la personne que je vais rencontrer. Donc, forcément, ça présuppose d'avoir un petit réseau. Si c'est quelqu'un que je connais pas, forcément, il va falloir que je juge un écrit. Si c'est pas un test, je fais plus trop de tests. J'en ai fait à l'époque quand on faisait des séries où il fallait tous les ans livrer. On avait des auteurs qui étaient un peu fatigués. À l'époque, on faisait beaucoup de séries pour OCS. Il fallait renouveler un peu. Et là, on faisait des petits tests. Mais j'en fais plus parce que en vrai, je trouve pas ça intéressant. En revanche, le test, il se fait en rencontrant la personne, donc il faut avoir du temps pour les rencontrer. Et tout simplement, le premier truc à se dire, c'est que je rejoins ce qu'on disait sur le collectif, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Il y a un truc humain qui passe avant tout. Que entre un super scénariste insupportable et un moyen scénariste très sympa, moi j'aurais toujours tendance à choisir celui avec lequel je vais passer un bon moment, ou celle, parce que, et quand il faut coécrire encore plus, parce que quand on écrit ensemble, on partage une intimité, c'est vraiment un truc où même si quand on fait une commande, on partage une intimité, donc moi le critère il est plutôt sur le ressenti humain, soit que j'ai moi en rencontrant quelqu'un, je peux rencontrer quelqu'un là en sortant, et si la personne a une façon de parler qui m'accroche, je me dis bon bah comme elle parle avec une façon accrocheuse, quand elle va écrire ça va peut-être être intéressant, plutôt que regarder les CV ou que passer par les... Donc je pense que le vrai truc c'est les points de rencontre, créer des points de rencontre. On peut rencontrer un scénariste, un jeune scénariste ou un moins jeune d'ailleurs, à un moment où on l'attendait pas. Il faut que cette personne sache un peu se vendre. Donc ça, c'est aussi un truc qu'ils doivent apprendre aussi, c'est le savoir parler de son travail, savoir raconter ses expériences, pas forcément se vendre en disant je suis génial et tout, mais avoir un peu d'honnêteté avec soi-même. Et ça, moi, c'est le critère principal. Et après, faut quand même lire les textes des personnes, mais la plupart du temps, les scénarios sont écrits à plusieurs, à 4, 5, 6, enfin 4, 6, 8 mains. Très difficile de juger la technique de quelqu'un tant qu'on n'a pas pratiqué, donc il y a une partie de risque et il faut accepter de le prendre. Moi j'ai une question justement, vous parliez tout à l'heure des diffuseurs et du rôle des diffuseurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de rencontrer un scénariste qui vous intéressait et pour lequel est-ce qu'il y a des difficultés à imposer un scénariste auprès d'une chaîne? Est-ce que toi ça t'est arrivé déjà en tant que diffuseur Alban de bloquer ou d'être réticent? Comment tu vois la prise de risque comme ça dans le recrutement d'un scénariste émergent? À tous les postes.
On parle des scénaristes, tous les postes. On peut avoir un doute sur un metteur en scène, on peut avoir un doute sur même un producteur junior où on considère qu'il n'a pas l'expérience nécessaire et tout. Des réalisateurs refusés, bien sûr. Sur les scénaristes, ils vivent un peu plus cachés qu'un metteur en scène vis-à-vis de la chaîne. Pardon de dire ça, mais ils sont moins au frontal et ils auront moins de réunions mécaniquement, puisque ils n'auront pas forcément le casting, la post-production, le visionnage, post-production et tout. Je reprenais. Moi, j'aime bien, vraiment, je vais être très honnête, j'aime beaucoup travailler avec plusieurs auteurs en même temps sur une même œuvre. Je trouve que l'accumulation de cerveaux et tout, hommes-femmes, quelle que soit leur génération et tout, généralement, ça nourrit plutôt bien le récit. C'était pas la culture télévisuelle ou filmique qu'on avait en France avec une œuvre, un auteur, voire un auteur-réalisateur et tout. Et le côté sériel, en fin de compte, a amené ça. Quand vous avez, en plus souvent on a un souci, on le voit bien, on a un souci sur la durée d'écriture. Au final, un tournage, ça va assez vite entre la préparation, le tournage et la post-production. Une écriture peut mettre entre 1 et 3 ans. Je pense que si on avait un peu détaillé les chiffres tout à l'heure balancés, on a du décalage et tout aussi lié pas mal à l'écriture sur des retards de pilote. Pire, sur la saisonnalité. Ça veut dire que, je prends un exemple, les Américains, pourquoi ils sont toujours devant? Bon, bien sûr qu'ils n'ont pas le même financement et tout, mais ils ont des rooms déjà préinstallés depuis très très longtemps. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans les rooms américaines, et ça va peut-être vous choquer, mais c'est les États-Unis, c'est très syndiqué. Donc eux, ils ont, je crois, de mémoire, catalogué un peu leurs scénaristes, avec les top A, les top B et les top C, considérant que les top C, ce sont les jeunes. Et ils ont une obligation de faire monter des top C sur une œuvre. Et alors, je ne sais pas si on doit arriver jusqu'à là. Moi, là, vu qu'on ne peut pas rien imposer, pas tout le temps, ce que je fais, c'est que j'essaie d'imposer 2 auteurs minimum par 52 minutes. Est-ce qu'il y a des postes, pour rebondir sur cette idée, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une progression de carrière avec des niveaux de responsabilité différents. Et dans certains pays, notamment en Angleterre, il y a des postes comme assistant d'écriture, qui sont aussi les endroits où les scénaristes peuvent faire leurs premières armes. En France, il y a des postes un peu qui commencent à naître comme coordinateur d'écriture, etc. Est-ce que c'est des points d'entrée possibles aussi pour apprendre l'écriture et est-ce qu'il faut peut-être créer aussi d'autres postes comme assistant d'écriture qui n'existent pas aujourd'hui? Fanny, tu as quelque chose à dire? Si je peux me permettre, moi je souscris complètement à ce que dit Alban. Je pense qu'en effet, c'est dans l'idéal super de pouvoir réunir plusieurs personnes, plusieurs cerveaux autour d'une table. Mais dans les faits, il n'y a pas les budgets. Enfin, moi j'adorerais. Je peux parler de jeunes auteurs qui ont envie, qui ne sont pas snobs, au sens où ils ont vraiment une appétence, une curiosité, qui sont capables de travailler sur des formats, sur des styles, sur des genres extrêmement différents et qui se disent pas moi j'écris le bureau des légendes ou rien. Enfin, je veux dire qu'ils sont, et à part peut-être pour des quotidiennes ou des projets un peu plus, mais sur du 52, je le vois quand même assez régulièrement parce que je représente des scénaristes. Même s'il y a une volonté, même si le responsable d'écriture, le directeur d'écriture, l'auteur référent, l'auteur créateur, comme on le nomme, tout ça à la fois a envie, mais parfois, juste par rapport aux enveloppes, une fois que tu as réparti entre un auteur numéro 2 qui est quand même un peu capé, qui va pouvoir délivrer des textes, quand même dans des temps aussi impartis, parce qu'à partir du moment où quand même il y a un pré-greenlight ou un greenlight de la chaîne, du diffuseur pour dire ok banco on y va, il faut les sortir des textes parce qu'à un moment il faut tourner, il n'y a pas forcément le temps pour prendre un junior, et ça c'est dommage parce qu'il y a plein de scénaristes qui aimeraient se dire tiens on tente et en fait on fait un test avec un jeune auteur, mais il n'y a pas forcément, je trouve, assez, et c'est pour ça les modèles américains il est génial, mais en fait les budgets alloués à l'écriture, enfin à la production en général, mais à l'écriture sont pas les mêmes. Encore aujourd'hui, il y a des budgets, on a des productions françaises de plus en plus premium, de plus en plus belles, de plus en plus financées. Mais si on regarde dans le détail, l'argent qui est alloué au budget d'écriture en développement, en proportion par rapport au budget de production, il est ridicule. Il me semble. Enfin, je suis pas, je pense, la seule à penser ça, j'espère. Alban. Alors, j'enlève mon cerveau artistique. Je le mets de côté. Donc on est 9e pays derrière le Mexique.
Non, je blague, mais en fait, contre le Mexique, c'est toute l'Amérique du Sud. Et c'était très bien dit. Pour les auteurs, alors je vais peut-être choquer, je m'en excuse avant. Pour les auteurs, surtout quand on est jeune, le but c'est d'écrire le maximum de choses. Les quotidiennes, les programmes courts comme celui d'M6 et tout, c'est extrêmement formateur et tout. Le fait à un moment donné de se dire je vais peut-être diviser l'argent d'un épisode de 52 minutes sur TF1 avec un autre co-auteur, ça veut dire on divise en deux le montant, mais par contre en termes d'écriture ça va aller beaucoup plus vite et je vais aussi pouvoir m'engager sur d'autres projets et aussi faire des rencontres parce que mon calcul il n'est pas forcément aussi que sur le financier. Quand je travaille dans une room et que je suis un jeune auteur et que j'accepte de baisser ma rémunération, potentiellement, je me fais 8 contacts ou 7 contacts. Ça veut dire que je travaille avec des auteurs plus expérimentés. Je vais dire un exemple. J'ai un jeune auteur là qui va travailler dans la même room que Chloé Marseille, qui est une auteure très expérimentée. Si Chloé Marseille l'identifie comme talent, Chloé Marseille qui a bien sûr plus de succès et enchaîne, qui enchaîne plus de succès, plus de signatures et tout, elle se dira peut-être un jour, même dans 2 mois, au fait, j'ai une petite galère sur une série que je suis aussi en train de développer, est-ce que tu voudrais pas venir avec moi? C'est exactement comme ça, le réseau que ça se fait. Il n'y a pas d'école de producteur. Il n'y a pas d'école de producteur. J'ai fait une école de producteur, mon premier job, c'était d'envoyer des fax à des comédiens qui étaient à l'autre bout du monde, où je mettais les scénarios et ça durait jusqu'à 00h30. Donc ça veut dire que les auteurs doivent faire pareil. Et la multiplicité de ces rencontres-là, c'est que ça. Je prends un exemple. Pardon, et après je vous laisse la parole. J'identifie David Oureg pour faire Germinal, un des plus gros projets de France Télévisions, parce que je suis à l'île de la Réunion sur un tournage d'une petite production qui s'appelait Cut, et qu'à un moment donné, mes équipes me disent « Est-ce que tu veux aller sur le plateau ?» J'ai été sur le plateau et j'ai vu un mec, un Toulousain, bouger dans tous les sens et faire une entrée commissariat assez brillante. 4 ans après, il fait Germinal. Avant, je l'ai testé sur Scam, qui était un peu plus costaud, et c'est comme ça. Et pour les auteurs, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça veut dire que si vous multipliez les rooms... Ce fameux poste, tu parles des rooms, et tu as dit un peu entre les lignes, et quasiment texto, il faudrait peut-être avoir un poste qui serait un peu moins bien payé, mais qui serait dédié aux juniors. C'est un peu ça que tu dis. Il n'est configuré nulle part, en fait. On est d'accord que c'est... À aucun moment... Pour l'instant, c'est soit des directeurs littéraires internes aux sociétés, ça peut être des directeurs de collection, mais directeurs de collection, c'est pour diriger les écritures, donc généralement, c'est plutôt les auteurs confirmés. Mais souvent, moi, je dis aux auteurs, écrit avec des co-auteurs ou à plusieurs, vous allez aller plus vite. De mon point de vue, l'association de cerveau sort quelque chose d'une meilleure qualité. Et c'est surtout qu'après, ça permet d'enchaîner, de se faire un réseau énorme. J'imagine bien que les techniciens sur Plus belle la vie, les techniciens sur ITC, les jeunes comédiens sur ITC et tout ça, je prends l'exemple, Scam, tous les comédiens, là, dans Scam, ils sont tous en train de monter les échelons et tout, parce qu'ils ont tourné beaucoup sur Scam, ils se sont fait une notoriété et tout. Bah pour moi, c'est pareil pour les auteurs. À force d'échanger, à force de rencontrer des gens, quand vous êtes sur une multiplicité de projets pour des jeunes auteurs, bah ça veut dire que vous avez travaillé pour TF1, vous avez travaillé pour M6 et tout, et vous commencez à être identifié et cocher un peu toutes les cases. Henri, quand tu... Vas-y, justement. Ouais, pour rebondir, je crois qu'il y a je fais souvent la comparaison du métier de scénariste avec les autres métiers. C'est-à-dire que, comme tu le disais, ce serait super qu'on puisse avoir une fonction de stagiaire scénariste sur tous les tournées, comme il y a un stagiaire électro, comme il y a un stagiaire prod, et parce qu'il faut bien faire ses gammes et puis rentrer à l'intérieur. Et c'est toujours intéressant quand même pour les producteurs ou les productrices d'avoir un talent qu'on peut former et qui va apporter aussi des choses au projet. C'est pas trop cher, c'est pas une question de budget, etc. Mais il y a une problématique à laquelle on se heurte à la fois juridiquement, mais aussi quand on est dans une room, c'est le droit d'auteur. En fait, moi, j'aurais rêvé d'être stagiaire et d'être pas payé dans une room quand j'avais 20 ans. Mais le problème, et je suis sûr que vous êtes parfaitement conscient de ça à la Cité, c'est que, par exemple, quand on prend un apprenant
il a interdiction de donner des idées, pour des raisons de droit de participer au travail créatif réel. Et donc, c'est là où il y a une vraie limite, parce qu'en fait, comment tu réussis à tirer ton épingle du jeu quand tu es un auteur, c'est pas que les idées, parce que c'est aussi une idée, c'est aussi un peu un cliché de se dire être scénariste, c'est avoir des idées. Être scénariste, c'est aussi dérouler du texte et tout, mais on tire son épingle du jeu par ses idées. Mais si on peut pas le faire, il y a un truc qui est un peu compliqué à mettre en place. Là où aux États-Unis, comme tu le disais, dans les studios, de toute façon, si t'as pas d'idée, on te donne ta caisse en carton avec le trophée de bowling et tu rentres chez toi si t'as pas donné d'idée dans ta room. C'est beaucoup plus violent, mais ça laisse la place à des jeunes qui ont des idées, qui ont envie un peu de dépoter, de se faire une place. Donc ça, il y a un vrai truc à trouver pour pouvoir mettre en place, parce que je trouve que ce serait super d'avoir des assistants scénaristes, des stagiaires, des coordinateurs et coordinatrices d'écriture, mais il y a cette limite qui est que s'ils veulent devenir scénaristes, ils n'ont pas le droit de l'être quand ils font ce job-là. C'est un peu compliqué. J'ai pas la réponse, à moins que, et là ça repose encore sur les scénaristes, il faut que les scénaristes, on va dire seniors, quand ils sont sur un projet, acceptent de laisser de la place aux jeunes scénaristes, dans leurs droits d'auteur aussi, et que ça parte pas en conflit de machin, parce que mais ça, beaucoup de ces jeunes scénaristes qui sont peut-être dans cette pièce comprendront ce truc-là, c'est qui a la paternité d'une idée dans une room. Est-ce que c'est la personne qui a écrit le texte, ou est-ce que c'est la personne avec qui il y a eu discussion avant que le texte naisse, et qui a trouvé le petit truc qui représente 5% de la discussion, mais qui fait que le texte devient intéressant. Et donc si les scénaristes acceptent un peu aussi de faire de la place là-dedans, ou si on trouve un moyen juridique de créer ce type de poste, moi je trouve que ce serait super. Ce ne serait pas une question de budget. Ça ne viendrait pas gréver trop les budgets. Mais en vrai, de mon point de vue de producteur, quand on le fait avec la Cité, c'est super. Je vais dire très honnêtement, on ne paye rien en tant que producteur. Donc on est content, non mais ça coûte rien. Et puis c'est intéressant de former. Mais si on doit payer quelque chose en tant que producteur, il faut que ça amène quelque chose un petit peu. Donc si on engage un jeune scénariste mais qu'il n'a pas le droit de l'être, ça ne marche pas, je trouve. Donc il y a des trucs à trouver. Pardon, je fais long. Non, mais c'est... Vas-y, Alban. Non, mais c'est parce qu'il ouvre la porte. Et donc, pour revenir au plus gros problème des scénaristes, tout simplement, c'est les droits SACD. C'est pas les producteurs, c'est pas les diffuseurs, c'est pas notre univers et tout. Alors, c'est pas un problème, c'est un mode de rémunération spécifique. Donc, et indispensable. Voilà, et indispensable. Non, je relève parce que bon. Je sais. Quand je dis que le droit d'auteur est un problème, c'est pas un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème. Dans la pratique, ça pose des problématiques. Mais je préfère le droit d'auteur français que le droit d'auteur américain. D'ailleurs, s'il y en a un, il faut me le dire. J'appuie justement là où tout simplement c'est exactement le problème. Je pense que si demain, je ne sais pas par quel miracle, on arrive à trouver cette solution-là d'un jeune auteur scénariste qui peut faire partie de ces équipes-là, mais même en tant que producteur qu'on rémunère, et je pense qu'il n'y aura aucun problème, même sur un plateau, mais je pense que l'USPA, le SPI, on est tous au champagne. Hein. Enfin, vraiment, c'est une énorme fête pour nous. Hein. Vous vous rendez pas compte du luxe d'avoir un jeune auteur qui a des bonnes idées et qu'on puisse former, entouré par des trucs, qui puisse être plus disponible sur un plateau en cas de galère d'un comédien qui se pose une question sur une scène et tout, et qui peut à un moment donné mettre les mains dans le cambouis et tout. Mais je vous promets, toute la production, on applaudit. Hein. Qu'est-ce qui a empêché jusqu'à présent, parce que tout... Non, mais parce que on peut encadrer le droit d'auteur, on peut. Est-ce qu'il y a une évolution aussi des mentalités qui fait qu'aujourd'hui on constitue des équipes avec un peu des hiérarchies d'auteurs, un leadership ou Je pense que les jeunes générations d'auteurs, je ne veux pas faire de jeunisme, mais la jeune génération d'auteurs maintenant accepte de travailler en room. Quand j'ai commencé, en 1930, je pense que c'était un peu plus difficile. C'était plutôt un auteur, un projet. Là, maintenant, ils acceptent. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est quoi la deuxième voie ? Je pense qu'on est assez raccord. Alors, après, on va en parler avec Fanny, mais avoir son point de vue. Mais très honnêtement, on serait tous très d'accord. Hein. Ça serait génial. Hein. Et je pense que ça serait une ouverture pour justement faire émerger des jeunes scénaristes et tout, qui serait une révolution. Hein.
Mais il faut juste se mettre d'accord, comme dit Henri, s'ils amènent des idées, est-ce que parce qu'autrement ça sert à rien de les avoir, hein, s'ils ne peuvent pas amener d'idées, comment on fait sur le mode de répartition des droits SACD, voilà, dans une room et tout. Mais je pense que ça serait excellent pour nous. Fanny? Mais alors, je pense que tout le monde s'accorde à dire ça. Les auteurs capés, les auteurs plus jeunes, les producteurs, les agents. Enfin, je pense que c'est vraiment l'avenir, le fait de mettre en présence plusieurs auteurs. Et après, il y a encore des auteurs qui continueront d'écrire seuls et ce sera une série écrite par et pourquoi pas. Mais beaucoup de séries aujourd'hui vont être amenées à s'écrire à plusieurs. L'idée d'avoir un jeune auteur qui puisse être même... quand tu es par exemple juste sur un atelier d'arche, en fait, on va parler de ça. C'est-à-dire que sans forcément écrire un épisode derrière, parce que voilà, au moins, déjà l'idée d'avoir donc l'enveloppe que tu as, qui est sur laquelle en fait on a finalement très très peu de marge. Même, je veux dire, les producteurs aussi, c'est quand même imposé à un moment par un diffuseur. Que tu sois sur un diffuseur, on va dire, qui a des budgets très confortable ou un diffuseur qui a des budgets moins confortables, le travail restera le même. Si tu as 6x52 à écrire, c'est juste que l'enveloppe ne sera pas la même, selon le diffuseur, encore une fois. Donc, tu as parfois une petite enveloppe à partager entre un auteur qui est un peu l'auteur référent, celui qui est soit l'auteur créateur, celui qui a craqué le code, qui fait que d'un coup, il y a un atelier, un auteur un peu plus capé, un auteur plus junior, etc. Et des ateliers en tant que tels à rémunérer, avec des livraisons de texte, que l'auteur écrive ou pas, il va néanmoins avoir un contrat d'écriture. Je veux dire, il sera co-auteur parce qu'il aura participé à des ateliers. C'est là où je dis que quand tu te mets à dire, en fait, il faudrait tant de semaines d'ateliers, tant d'auteurs, pour pouvoir aboutir à l'arrivée, qu'il y en ait qui écrivent ou pas, et il faut plusieurs versions de texte, et qu'en fait, ton enveloppe, elle est vraiment ridicule, en fait, il y a un moment où ça devient... Même si le jeune auteur, il est prêt à être payé de francs 6 sous, c'est pas ça la question. C'est que, je trouve que structurellement, dans l'industrie aujourd'hui, financièrement, il n'y a pas assez de sous pour que... Tous les postes, tous les postes de notre métier, on a des stagiaires. Les seuls qui n'ont pas de stagiaires, c'est les auteurs. Tous les postes. On a des stagiaires producteurs, on a des stagiaires mise en scène, on a des stagiaires électro, on a des stagiaires régie, on a tous les postes. Le seul secteur de notre métier qui n'a pas de stagiaire, c'est l'écriture. Mais tant qu'on ne bougera pas les lignes à ce niveau-là, ça n'avancera jamais. Et ça veut dire que, je dis un exemple, personne ne naît réalisateur. Un peu d'histoire. Dans les mémoires de Clint Eastwood. Ah ouais. Ah, tout de suite. Bah oui. Tout de suite. Ah oui. Clint Eastwood, à un moment donné, il est vraiment au fond du trou et tout. Il n'arrive pas à être acteur, il est un peu top modèle et tout, mais bon, ça marche pas du tout. Il vit dans une chambre minable. Par chance, il passe un casting. Je crois de mémoire, c'était la série Raw Wild, ok. Et il est pris. Donc ça change totalement sa vie. Petit salaire, mais il est pris dans une série. Et bon, c'est le syndrome Dallas. Ça veut dire qu'il fait quand même des journées entières où il monte à cheval, il descend à cheval, il monte à cheval, il descend à cheval. Et donc, à un moment donné, au bout de 2-3 saisons, il commence un petit peu à s'ennuyer. Et puis il commence à un moment donné à se dire, tiens, c'est marrant comment ça marche une caméra. Tiens, c'est marrant comment ça marche, je sais pas, un script. Ah tiens, c'est marrant. Et en fait, à la fin de la série, il a fini par la réaliser, par quasiment la coécrire. Et ce que j'ai adoré dans son interview, c'est qu'il a dit, non, mais en fait, parce qu'on parlait de sa carrière, comment il avait fait pour passer de comédien à réalisateur. Et après, il a dit, non, mais si vous regardez tous mes premiers films, c'est l'équipe technique un peu de loser de Raw Wild qui a fait tous mes premiers films. Hein. Pardon, c'est juste d'apprendre et tout. Nous, ça n'existe pas d'avoir un stagiaire auteur. Mais pourquoi? Donc tout le monde dit, non, mais attention, il a fait la formation Truby. Oui, d'accord, mais à un moment donné, moi j'ai appris mon métier. J'ai conduit des voitures, j'ai fait la régie, j'ai fait du plateau, je me suis occupé j'ai travaillé avec des personnes à la comptabilité, au service juridique, et j'ai appris l'ensemble de ces métiers-là, peut-être mal, mais à un moment donné, je me suis formé. Scénariste, bonjour, il nous faut des stagiaires. Et il n'y a pas du tout de honte à être stagiaire. Je pense que... Vraiment, je pense que tous les producteurs accepteraient. Hein. C'est une question de statut, mais le CNC, c'est la table ronde du CNC, donc peut-être c'est une idée qui est lancée. Fanny, justement, tu as eu des propositions de la part de producteurs justement sur ce type de configuration de poste pour des nouveaux entrants, peut-être du coup un peu moins payés. Comment tu
Si tu as déjà eu ce type de proposition et est-ce que ça t'a gêné justement qu'il y ait cette différence? Parce que souvent on critique la différence qu'on peut faire entre un jeune auteur et un jeune expérimenté en disant qu'à la fin, in fine, le 52 minutes c'est le même. Enfin, il y a des débats aussi autour de ça. Oui, il y a des débats, il y a des positions de producteurs ou d'agents, enfin, ou d'auteurs d'ailleurs, de dire bon bah voilà, on fait l'enveloppe, on la répartit égalitairement selon, peu importe l'expérience de l'auteur, son profil, là où il en est. C'est tout le monde pareil, pourquoi pas? Et parfois, c'est aussi de dire, bah non, justement, pour permettre l'émergence de jeunes auteurs, bah tiens, on va prendre, voilà, sur une même... Encore une fois, hein, il y a l'enveloppe, la somme à répartir, elle n'est pas extensible, donc il s'agit de voir comment tu... Mais souvent, ça vient aussi des auteurs... Enfin, moi, je le vois parce que je représente quand même pas mal de scénaristes qui sont auteurs-créateurs, en fait, donc qui lead l'écriture, qui recrutent leurs auteurs, qui voilà. Et il y en a beaucoup quand même, et de plus en plus qui ont envie de faire venir des jeunes auteurs, parce qu'ils ont eux-mêmes été jeunes auteurs, et qu'il y a aussi, parfois même dans une logique de saisonnalité, de se dire, en fait, à un moment, je ne vais pas être là 10 ans. Imagine qu'on signe et que ça se passe bien pour 4 saisons, il va falloir passer la main. C'est comme ça que Éric Rochant a formé en partie Camille de Castelnau. Enfin, en fait, il y a beaucoup de scénaristes aussi qui sont formés quand même vraiment par des scénaristes qui sont pris, voilà, qui sont parrainés, marrainés, et je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que moi, enfin, évidemment que moi, en tant qu'agent d'auteur, mon travail, c'est aussi de travailler réellement à l'insertion des jeunes auteurs. J'en ai marre de dire jeunes, mais en tout cas des scénaristes encore pas identifiés, de participer à leur insertion sur le marché. Mais je reste néanmoins persuadée que leur plus grands alliés, ce sera d'autres scénaristes. Donc, je pense qu'en fait, enfin, je le vois parce qu'il y a beaucoup de scénaristes aujourd'hui qui travaillent beaucoup, régulièrement, qui en fait, que j'ai connus il y a 10 ans, qui galéraient et qui se réunissaient au sein de collectifs. Il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de collectifs. Autant les comédiens ne se réunissent pas tant que ça au sein de collectifs, autant très tôt, je pense qu'il y a eu des collectifs, et il y en a plein en France, de collectifs de scénaristes qui venaient se faire lire leurs textes. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, ou juste parler aussi de leur expérience professionnelle. Bah tiens, j'ai rencontré tel producteur, il est super, tu devrais le contacter. Enfin, en fait, échanger. Et donc, par la force des choses, quand ils grandissent, c'est vrai, c'est ce que vous disiez l'un et l'autre. Je viens de signer une série, j'aimerais que tu viennes écrire un épisode là-dessus, etc., etc. Donc, moi, je travaille aussi à favoriser la rencontre entre les scénaristes. Et alors, évidemment, entre les scénaristes que je rencontre, enfin, que je représente, je veux dire, pardon. Mais aussi à dire que c'est important que, justement, ça ne doit pas être un métier solitaire, isolé. Il faut que les scénaristes... parce que c'est un scénariste qui va donner aussi et beaucoup du travail à un scénariste. C'est la particularité de scénariste, on n'est pas en concurrence les uns avec les autres. Non, pas du tout. On est recruteur en puissance. Alors on a réussi à éviter la question pendant les 30 premières minutes du débat, mais alors, c'est vrai que l'étude que je recommande à tout le monde, faite par le CNC et Bearing Point sur l'arrivée et le développement de l'IA dans notre secteur, pointait le fait que éventuellement l'IA pouvait être à un moment donné une barrière à l'entrée des nouveaux entrants, dans la mesure où les menus tâches dont on a pu parler, ou qui peuvent être à un moment donné délégués à des nouveaux entrants, pourraient être pris en charge par l'IA et donc bloquer cette première marche qui n'existe pas véritablement mais qui pourrait être définie. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez venir ou pas du tout? Moi, j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, et je suis pas un expert du tout, mais j'ai l'impression que l'IA, c'est au scénariste qu'elle va servir. C'est-à-dire que j'ai une expérience dans le graphisme, par exemple. Quand Photoshop est arrivé, c'est pas les producteurs ou les clients qui se sont mis à photoshopper des trucs, c'est les graphistes. Donc mon sentiment, c'est que c'est un outil en plus pour les scénaristes. Donc je vois pas ça comme une barrière à l'entrée, parce que de toute façon dans les boîtes de prod ou dans les groupes, tout le monde parle de l'IA et tout, mais personne n'a vraiment le temps de le faire. Enfin, donc ceux qui utiliseront et celles qui utiliseront l'IA, c'est les scénaristes. Donc je pense que c'est une acuité et une habilité qu'il faut apprendre.
Aujourd'hui, il faut savoir s'en servir. Après, le résultat, il est quand même que nous, on lit un texte et c'est comme on dit dans le droit, ce qui fait un texte, c'est la personnalité de son auteur. Et donc, de toute façon, il y aura toujours besoin, selon moi, de scénaristes pour manipuler l'IA. Après, ça fait gagner. Moi, je trouve que là où, dans la pratique quotidienne, l'IA me sert vachement, c'est plutôt pour gérer les tâches rébarbatives. C'est pas forcément pour pondre des pitchs ou des textes. C'est marrant. Je pense que tous les scénaristes qui sont dans cette pièce, ou les jeunes scénaristes, se sont exercés avec ChatGPT et ont bien rigolé. Et puis à un moment, on est face à sa feuille blanche quand même, quoi. Donc je sais pas, moi je vois pas ça comme une barrière du tout. Je vois ça comme un outil en plus qui peut être super si c'est bien utilisé, et qui c'est mal utilisé, ben ce sera pas bien, quoi. C'est un peu comme un stylo amélioré pour moi. Okay. Mais, ouais. Alban ? Je suis un peu, j'ai un doute sur l'IA et la place que ça va prendre. Pendant un moment, j'ai eu le sentiment que ça serait la révolution, comme le remplacement de la cassette et l'arrivée du DVD. Je pense qu'Henri a totalement raison. C'est le meilleur ami de l'IA va être les scénaristes. Parce que c'est eux qui vont le plus utiliser, et Photoshop est un très bon exemple. Je suis plus inquiet pour l'IA pour d'autres métiers comme juriste ou des choses comme ça. Ou de ce que j'ai compris, il y a déjà des cabinets d'avocats qui à un moment donné mettent et ont fait des IA spécifiques pour justement sortir les contrats. Donc voilà, il y aura sûrement beaucoup de secteurs d'activité qui vont être impactés. Je pense que les scénaristes sont un peu protégés là-dessus. Ça va simplifier quand même pas mal la tâche. On va voir l'évolution et la qualité. C'est vrai que ChatGPT, ça peut faire sourire en ce moment et tout. Écris-moi un épisode de Bureau des légendes, je pense qu'on pleure. Mais voilà. Ça va avancer, il y a les Américains, les Chinois et le monde entier qui est là-dessus et tout, ça va aller vers du plus positif, mais s'il n'y a pas d'idées avant, et les idées qui doivent être balancées dans l'IA, bah, ce sont des idées du cerveau humain et donc de scénaristes. Donc voilà. Alors peut-être qu'après on aura tous la même série et on lira tous les mêmes séries et tout, parce que ce sera généré justement par une seule IA. Mais je pense que ça va être pour les scénaristes, pour les auteurs, ça va être le phénomène Photoshop. Je pense que pour l'instant tout le monde a un petit peu honte de dire qu'ils utilisent à certains moments l'IA. Enfin, pas du tout. Voilà, c'est une nouvelle évolution. Je prends un exemple. Il y a un logiciel qui s'appelle Final Draft, qui simplifie énormément le boulot et le travail et tout des premiers assistants et tout, qui est un logiciel américain, et même des scénaristes, parce que ça aide beaucoup quand tu écris. Bon, bah voilà, on l'a accepté. Voilà, l'IA, c'est encore une marche en avant. Il faut voir comment ça va se passer. Mais... Dernière question, et après peut-être qu'on passera, s'il y a des questions dans la salle, sur les points de rencontre dont tu parlais, Henri. Il y a des initiatives pour recréer des points de rencontre sur le net à travers des plateformes numériques. Là, il y a une dernière qui est sortie qui s'appelle Needco, par exemple, et qui peut mettre en relation des producteurs et des scénaristes, ou éventuellement encourager aussi des producteurs peut-être à publier des offres de postes, hein, ce qui n'existe pas chez les scénaristes. Hein. Tout à l'heure, tu as fait un appel, mais ça n'existe pas. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être multipliées ou encouragées pour avoir toujours avec les agents, bien sûr, qui négocient des contrats, mais sur la mise en relation, est-ce que c'est des initiatives que vous trouvez salutaires? Je vais arriver à parler. C'est toujours bien que ça existe, mais c'est jamais comme ça, moi, que je recruterai un scénariste. Donc c'est bien que tous les points de contact entre les producteurs, les diffuseurs, les scénaristes puissent exister. Moi, j'ai le sentiment surtout que c'est des business. C'est un peu comme quand il y avait eu les sites de casting. Les agents dans cette pièce vont bien connaître les sites de casting où, quand tu es jeune actrice ou acteur, tu payes 15 € par mois pour pouvoir avoir ta photo, ton CV sur ce site de casting, et on te promet que tu vas avoir des rôles dans des trucs. Ben non, en vrai, le casting, il est fait par les réals et les directeurs et les directrices de casting. Et puis, de temps en temps, le producteur qui donne une idée, quoi. Mais, et les agents qui font bien leur boulot. Donc c'est bien que ça existe, mais j'y crois pas trop. En revanche, moi je pense que ce qui se développe pas assez,
pourtant il y a eu des envies, je bifurque un peu, mais parce qu'on parlait du budget, c'est aussi pour rebondir sur le budget, parce qu'on parle un peu micro, et quand tu parlais des sites, c'est un peu plus macro, on parle sur les projets. Sur les projets, il n'y a pas de budget, effectivement, quand on est dans le poste 1, voilà, on est obligé de serrer la vis à tous les postes de toute façon, donc sur un projet, on n'en a pas tout que ça. Mais il y a quand même beaucoup d'argent dans l'audiovisuel. Il y a beaucoup d'argent chez les diffuseurs, il y a beaucoup d'argent dans les gros groupes auxquels toutes les boîtes appartiennent quasiment aujourd'hui. Je trouve que ce serait intéressant en tant que producteur faisant partie d'un groupe, on en discute souvent, mais en tant que producteur qui travaille avec Netflix, et je les cite parce qu'ils le font déjà, que eux aussi prennent certaines responsabilités pour créer des points de contact. Netflix fait un truc super qui s'appelle Grow Creative, où ils engagent quasiment à l'année, ou en tout cas de façon pérenne, des jeunes scénaristes, justement sans trop regarder leur CV, mais plutôt en se disant il y a du potentiel et tout. Et j'ai fait une série avec Netflix où j'ai été obligé. Ils m'ont fortement suggéré d'engager des jeunes, et c'était super parce qu'en fait ça c'est un point de contact que nous les producteurs on adore. Quand tu as ton diffuseur, c'est-à-dire celui qui te donne de l'argent pour ton projet, qui te dit j'ai quelqu'un pour ton projet, c'est un grand gain de temps. Après, il faut que la personne soit bien. Qui le prend à sa charge, du coup. Ouais, c'est ça. Netflix faisait ça, c'est pris complètement à leur charge, etc. Ah non, moi quand on a bossé avec les jeunes de Grow Creative chez Netflix, c'était hors budget de production, c'était à leur charge, et c'était super. Après, ils ont beaucoup de moyens, mais je pense que dans les groupes qui viennent au Festival de La Rochelle, il y a beaucoup d'argent. Ils pourraient aussi avoir leur pool de scénaristes, on va dire, permanent, ou en tout cas qui se renouvellent tous les 6 mois. Ça coûte pas grand chose, et puis ça peut rapporter gros, parce que c'est quand même la base dans ce métier, c'est les idées que ont les gens qui écrivent, quoi, entre autres. Donc je pense qu'il y aurait un vrai truc à créer. Ça peut se faire en partenariat avec la Cité, avec d'autres organismes, plutôt que faire des plateformes sur Internet pour pouvoir accéder aux scénaristes. Enfin, moi, si je veux trouver un scénariste, je passe des coups de fil à d'autres scénaristes ou à des agents, évidemment. Donc non, je pense qu'en revanche, que d'autres acteurs qui sont très impliqués et qui ont des moyens les consacrent à développer des scénaristes. C'est pas que les petits les producteurs qui sont souvent deux personnes ou une personne toute seule qui ont une boîte à faire tourner, qui ont suffisamment d'énergie, de temps et d'argent pour prendre en interne des scénaristes et faire du roulement, alors que dans des structures plus grosses, il y aurait largement la possibilité, et c'est un investissement qui n'est pas du tout à perte, je pense. Juste une question, pardon. Mais ce jeune scénariste... Partie de la RSE un peu, en plus, je trouve... Ce jeune scénariste, il a touché des droits SACD ou pas là, sur l'écriture? Attends, sur quoi? C'est souvent des postes de coordinateur. Non, là pour le coup, c'était pas encore c'était il y a 3 ans, il n'y avait pas encore dans le côté scénariste, mais depuis ils l'ont fait. Ah d'accord. Ouais, depuis ils l'ont fait, je crois. Et paradoxalement, il y avait une jeune assistante stagiaire réal qui aujourd'hui est réal 3 ans après avoir eu quand c'est Netflix qui te met le pied à l'étrier, c'est pas mal, quoi. Oui. Donc et puis je pense que les scénaristes ici, tu t'en parlais, le mythe du scénariste qui est dans sa grotte avec son ordi et qui écrit tout seul, il a un peu vécu. Je pense qu'ils ont envie d'appartenir aussi à quelque chose. Quand tu fais partie d'une équipe, quand tu fais partie aller au boulot, quoi. Tu vois qu'il y a des collectifs, mais il y a aussi plein de scénaristes qui aujourd'hui louent des bureaux ensemble, se mettent ensemble pour collaborer ensemble. Et moi, à chaque fois que j'ai proposé et que j'ai émis l'idée d'avoir un scénariste en interne ou de créer une team, j'avais plein de demandes de plein de gens qui étaient motivés. Donc il y a un truc à créer aussi d'émulation entre les producteurs, les diffuseurs, les scénaristes, les organismes qui forment les scénaristes. Fanny? Oui, moi, puisque la question c'est aussi quelle pratique encourager, il y a une pratique, on l'a évoquée tout à l'heure, mais que je trouve pas mal. Enfin, après, elle peut pas être systématisée, mais en tout cas sur certains projets, je trouve, et encore une fois dans le cadre de séries, c'est pas inintéressant. Et moi, je trouve que ça a été assez vertueux. C'est-à-dire que, encore une fois, les scénaristes se connaissent, ont leur propre réseau. Il y a de l'amitié, parfois il y a des historiques. Tiens, on a écrit ça ensemble. Tiens, on a bu un café il y a 2 jours. On s'est dit que ça serait cool qu'on puisse rebosser ensemble. Mais même si les personnes se connaissent, s'apprécient, ont déjà bossé ensemble et que ça a fonctionné par le passé, ça ne veut pas dire que pour le projet en particulier, ça marchera. Le truc aussi, c'est qu'en fait, il y a des auteurs qui sont super, mais qui ne sont pas super pour tout. Et comme on n'est pas tous super pour tout, enfin, je veux dire, Et un auteur qui saurait tout faire, c'est bizarre. Enfin, c'est un peu flippant même. C'est une intelligence artificielle, en fait. C'est pas un humain. Du coup,
Le principe des tests d'écriture, je trouve ça pas mal, parce qu'en fait, moi, ça m'est arrivé là, dans le cadre d'une room, où les showrunners, parce qu'ils sont vraiment, pour le coup, créateurs showrunners, devaient recruter des auteurs. Enfin, on les a exhortés à le faire, et ils le souhaitaient aussi, évidemment. Et dans leur réseau, ils avaient pas forcément, voilà, au-delà des questions de disponibilité, c'était pas forcément des évidences par rapport au ton de leur série. Et du coup, ils ont fait faire la production a accepté de faire des tests d'écriture, pas très cher, hein, en vérité, et pas non plus de demander 15 pages de texte. C'était la même demande pour chaque scénariste, qu'il ait 10 ans de carrière ou 2 mois d'existence. Et après, libre aux auteurs d'accepter ou pas. Mais du coup, il y avait une possibilité de se projeter tout de suite dans une réalité, dans un ton, dans une écriture, et de se dire, bah tiens, en fait, c'est le bon candidat pour ce projet, et pas juste parce qu'en fait, on est potes et que ça nous fait plaisir de bosser ensemble. Voilà. Et ça, je me suis dit que c'était pas mal, que c'était un truc qui pouvait être encouragé. C'est une pratique qui existe sur les feuilletons. Ouais, mais moins sur des séries. Là, c'est une série de 10 x 52, donc il faut des auteurs. C'est bien aussi sur des séries comme ça, je trouve, quand il y a la possibilité de le faire, de mettre en place des tests d'écriture. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt bien. Et sur les feuilletons, il y a même il y a des tests et ils sont anonymes pour en fait permettre vraiment d'être. Je trouve que les tests, ça peut être quand même un outil de démocratisation un peu parce qu'on évite les biais justement de je le connais, etc. Et ça a quand même fait ses preuves sur les feuilletons, les quotidiennes. On arrive au bout de cette table ronde, donc j'espère qu'il y a des pistes qui auront pu être dégagées quand même assez intéressantes pour encadrer l'insertion des scénaristes. Merci à tous, merci à vous. Merci.